l'échelle, je dirais, de la parcelle, donc en secteur urbain dense. La prochaine conférence portera plutôt sur des zones en extérieur de parcelles, tout ce qui est voirie, ZAC, zone commerciale. Elle aura lieu en décembre. Cécile, est-ce que tu peux nous présenter rapidement les enjeux de la problématique de la soirée? Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Alors, je suis contente de vous retrouver, les habitués et les nouveaux. Évidemment, je ne vous vois pas, alors c'est un peu particulier. C'est la première fois que je suis là sur enfin, la table ronde, on va dire, des ressources durables en dématérialisé. Donc, c'est un exercice un peu particulier, mais je pense que ça va bien se passer. J'imagine qu'on est dans la chapelle, comme d'habitude, au Récollet. Et je finis par y croire. Alors, ce soir, oui, la question des sols, c'est du sol, des sols, enfin, c'est un sujet euh, qui est finalement à la fois rebattu et complètement nouveau, je dirais, pour les professionnels. C'est un petit peu comme une sorte de monde un peu caché. Le sol, on le voyait un peu comme une étendue de surface avec des tas d'enjeux dont on parle tous très souvent sur la charge foncière, la question de l'occupation des sols, etc. Mais là, on s'aperçoit qu'avec les questions climatiques et puis forcées par aussi certaines injonctions des politiques publiques qui arrivent en fait à point nommé par rapport à ça, on est obligé de comprendre des choses qui souvent ont échappé un petit peu à la sphère professionnelle sur ce que c'est qu'un sol en tant que milieu, en fait, en tant que milieu vivant, avec tout ce qui est englouti aussi, et pas seulement ce qui apparaît dans ce très très fin épiderme qui constitue sa surface. Alors, avant de juste dire un petit mot sur les opérations, et je vais être très rapide pour laisser le plus de temps possible au projet. Je voulais simplement vous renvoyer peut-être à la conférence de la dernière fois qui était début octobre, parce que en fait, on est obligé un peu d'innover dans les formats retour sur le durable, sur ce sujet qui est immense et qui exige une forme de montée en compétence en fait des professionnels. Dont je fais partie, donc je sais qu'on a beaucoup de chemin à faire encore dans le sujet. C'est-à-dire que début octobre, le retour sur le durable, au lieu d'être une présentation d'opération, était une sorte de webinaire en fait particulièrement approfondi, efficace, qui a permis de prendre conscience, je pense, hein, de thématiques très importantes. On connaît souvent dans la science des sols le mot géologie sur les roches, mais on connaît moins la pédologie qui est tout aussi essentielle et qu'on va être obligé, je pense, avec lequel on va être obligé de s'accoutumer beaucoup plus pour relier énormément de sujets qui en fait sont issus de ce substrat sur lequel on s'inscrit tous pour les espaces bâtis, pour les espaces non bâtis, et ça fait un lien très très profond là-dessus. Alors l'autre spécificité de ce soir, c'est qu'en fait, il s'agit d'opérations dans les deux cas qui pourraient être saisies, appropriées en fait par des acteurs complètement de la société civile, je dirais, qui sont pas, à condition d'être outillés, d'avoir une méthodologie, d'être accompagnés ensuite dans la réalisation, etc. En fait, ça fait appel à des parcours qui sont finalement appropriables par le monde enfin, toutes sortes de catégories en fait d'acteurs, et je pense que ça c'est très intéressant. Donc la première série de projets répond en fait à un ensemble générique qui est les cours d'école Oasis, qui va être présenté, enfin qui sont des cours d'école sur le territoire parisien. Ça va être présenté par Laurence Dufort, qui est la directrice, donc comme je vois là que c'est écrit à l'écran partagé ensemble, donc directrice du CAUE de Paris, qui a été très impliquée sur le projet. Et puis Émile Enoch, qui est donc ingénieur des travaux publics à la DCPA de la ville, donc direction de la construction publique et de l'architecture. Et puis, on verra ensuite une opération qui a aussi un joli nom. Donc, on a l'Oasis et la lisière de Tierce-Forêt ce soir. Et la deuxième opération est en fait aussi, je pense, un exemple assez emblématique
qui se situe à Aubervilliers et qui est une sorte de transformation, requalification complète d'un ancien parking, enfin d'une zone de parking en pied d'immeuble d'Aubervilliers, qui sera présentée par Andrzej Bernik et Marcos da Silva, qui sont tous les deux architectes de Fieldwork Architecture. Donc, vous nous présenterez un peu votre structure. Et puis par Christophe Calvaruso, qui est lui ingénieur-chercheur et ingénieur forestier, si j'ai bien compris, d'ADN de formation. Voilà, ben je laisse la parole à Laurence peut-être et Émile pour les cours d'école et Oasis. Voilà. Alors, j'arrête le partage. Laurence, Émile, j'en profite pour rappeler à ceux qui sont arrivés un tout petit peu après, si vous pouvez vous renommer dans l'onglet participants, vous avez une fonction renommée, nom, prénom, structure, ça serait parfait. Merci beaucoup. Laurence, je pense que tu dois pouvoir projeter, ou Émile, je ne sais pas lequel des deux projette. Alors, c'est moi qui décide. C'est bon, voilà, super. Est-ce que ça marche correctement? Ça marche. Ouais. Ok, parfait. Alors, bonsoir à tous. Merci pour cette invitation à parler de ce projet, effectivement, qui nous tient beaucoup à cœur, qui nous a beaucoup occupé ces dernières... Alors, Laurence, moi, je ne sais pas pour tout Ouais. le monde, mais moi, On on t'entend assez mal. Alors, je vais... Et on voit l'entièreté de ton... Ouais, tu es en mode diaporama, en fait, en mode projecteur. Mais bon. Voilà, tu es en mode... D'accord, donc ça ne marche pas. Ok, c'était ma question. Ah. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Comme ça, c'est mieux? Non, ben là, tu es revenu au premier. Ouais, c'est parce que tu as un double écran. Mais toi, que... peut-être, ouais, regarde dans affichage ou diaporama, c'est mieux déjà, c'est pas mal. Mais tu as peut-être dans affichage, dans ta règle en haut, là, quelque chose qui serait juste la slide. Je pense qu'il faut que je débranche l'écran. Attendez. Oui, c'est mieux. Ouais. Après, c'était peut-être voulu qu'il y ait un texte sur la partie à droite. Non, il n'y a pas besoin. Non, c'est son... Ouais. Alors, par contre, j'ai l'impression que c'est vrai, le son est très faible. Hein. Est-ce que comme ça, c'est bien? C'est pas mal. Ça pourrait être mieux, mais c'est pas mal. Je veux dire pour le diaporama, là, vous voyez. Là, on le voit. Du coup, il faut que tu te mettes en mode slide par slide et que tu l'affiches à 100% comme ça. Même s'il y a l'interface PowerPoint, c'est pas dramatique. Je ne comprends pas du tout, en fait. Tu te mets en plein écran, tu te mets à 100%. Tu veux pas mettre ouais, en fait, c'est sur le zoom de la diaporama. Vous pouvez vous mettre à 100%. Là, vous êtes à 51. En bas à droite. Non, mais c'est pas du tout ça qui m'affiche, que je vois à l'écran. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas ce que vous voulez que je fasse comme manip. Je suis désolée, là, c'est un petit... Peut-être d'avoir un double écran, en fait. Je pense que tu as dit... Ouais, mais maintenant, je l'ai désactivé pourtant. Je vais arrêter le partage, ça va être plus simple. Et je vais recommencer. Il n'y a pas de souci, on va y arriver. On va faire l'écran, en fait. Alors, je fais une nouvelle tentative. Est-ce que là, c'est bon? Ah, oui. Super. Bravo. Désolée. C'est pas grave, c'est les aléas du direct, comme on dit. C'est rassurant qu'on soit encore des humains. Vas-y, Laurence. Bon, bonne présentation, Laurence. Alors, donc, le sujet qui nous intéresse ce soir, qui nous anime là ce soir, effectivement, c'est intéressant de le questionner par cette entrée des sols, qui est une question qui a finalement un peu émergé au cours du projet. Donc, ce n'était pas la question porteuse initialement. Et vous allez voir que, effectivement, là, on va parler on va parler de sol vivant, mais pas que de ce qui est vivant en dessous, mais aussi de ce qui est vivant au-dessus, bien sûr. Et on va se rendre compte que cet environnement, cette cour d'école, avec ce projet Oasis, on essaye de la faire devenir un véritable écosystème. Alors, le projet des cours Oasis, en fait, c'est un projet qui est né de la stratégie résilience de la ville de Paris. Donc, c'est un projet que le CAE
accompagne depuis 2017. Et donc, en 2017, la ville de Paris s'est dotée d'une stratégie de résilience qui visait donc à mettre en place des grands axes, des grandes actions pour permettre à la ville de s'adapter aux grands enjeux du changement climatique, d'être plus résiliente et notamment d'adapter ses infrastructures aussi à ces enjeux. Et parmi ces infrastructures, les écoles ont été identifiées comme un levier qui pouvait être important. Donc, un des plans de cette stratégie, l'action numéro 10, portait sur la transformation de ces cours d'école en îlots de fraîcheur urbain. Donc, comme vous pouvez le voir là sur ces photos, on a identifié ces lieux-là parce qu'il y avait quand même une bonne marge de manœuvre. Hein. Les écoles sont des espaces qui sont très asphaltés, très minéraux, pas toujours très ombragés, même si à Paris, il y a quand même pas mal d'arbres dans les écoles, mais il y a aussi pas mal d'écoles qui ne sont pas très ombragées, et puis très peu aménagées, voilà, plates et vides. Donc, un potentiel, un levier, puis surtout, c'est un équipement qui a un très, très fort maillage sur le territoire parisien, puisqu'il y a 760 équipements scolaires, écoles et collèges. Et ça représente à peu près 80 hectares. Donc, ça peut faire sens que d'intervenir sur tout ce territoire-là. Donc, l'objectif de cette action numéro 10, c'était de faire de ces écoles de véritables îlots de fraîcheur urbain avec une stratégie qui s'inscrivait dans les grandes politiques publiques portées par la ville de Paris, le plan climat, le plan pluie et puis le plan biodiversité. Donc, réduire l'impact, la chaleur dans cet espace et donc avoir un impact sur l'environnement microclimatique, donc notamment en travaillant sur les questions d'albédo, etc. Travailler sur la gestion de l'eau à la parcelle, sur la parcelle de l'école pour s'inscrire dans les préconisations du plan pluie et puis introduire davantage de biodiversité dans ces espaces. Donc, la ville de Paris a engagé une démarche pilote en 2017, je le disais, avec 3 sites pilotes, 3 groupes scolaires pilotes, avec donc une volonté de répondre de façon un peu systématique à ces différents enjeux. Donc, vous voyez là les premières images des toutes premières cours Oasis. C'était une belle évolution au regard des cours précédentes que je vous montrais. Bon, là, ce sont 2 maternelles, donc il y a des structures de jeu qui étaient déjà présentes dans les maternelles auparavant, mais ça reste quand même des espaces très minéraux. Bon, il y a quand même des espaces verts qui ont été créés, qui n'apparaissent pas là sur les photos que je vous montre, mais qui restaient dans un recoin de la cour, sur une petite portion et dans un espace clairement délimité. Ensuite, après ces 3 sites pilotes, la ville a voulu monter en puissance et a déployé son dispositif Oasis. Donc, l'année suivante, en 2018, elle a lancé 30 nouveaux projets. Donc, ce que vous voyez apparaître sur la carte, là, les établissements qui sont vers sapin, on va dire. Et donc, le CAE de Paris a eu l'opportunité d'accompagner un certain nombre de ces projets. Un des projets pilotes dans la toute première phase en 2017, et puis un projet et une dizaine de projets dans la deuxième vague en 2018, avec des démarches de co-conception. Donc, on a introduit un dialogue avec les usagers un peu plus poussé, un travail avec les élèves. Vous voyez là des ateliers de diagnostic dans les cours d'école avec les élèves, et puis donc les élèves qui traduisaient leurs idées en maquettes, et puis après tout un travail avec toute la communauté scolaire, les parents d'élèves, et puis surtout les enseignants pour essayer de les faire vraiment réfléchir sur le changement de pratique que pourraient induire ces cours pour réussir à aller plus loin dans les projets, parce qu'il y avait quand même de nombreux freins à la mise en place de ces projets Oasis dans les cours d'école. Et puis, du coup, les cours sur lesquels on a travaillé, toujours première génération, c'était pas non plus la révolution, mais on arrivait quand même à introduire des choses nouvelles. Voilà quelques exemples. Là, la toute première course sur laquelle on a travaillé avec une zone qui était à l'origine une zone enherbée, mais libre d'accès aux enfants pendant la récréation, qui n'a pas très bien fonctionné, qui est devenue ensuite une zone de paillage, donc qui n'était pas encore très végétalisée là, parce que les végétaux venaient d'être plantés. Voilà, le travail sur les revêtements avec une plus grande diversité, une plus grande variété de revêtements. Là, c'est une école maternelle dans le 17e. Des espaces en pleine terre qui commençaient à apparaître. Là, une école dans le 4e, l'école Neuf Saint-Pierre.
Et puis, en fait, ce qui a vraiment changé la donne et qui a permis au projet d'avancer, de faire un grand bond, c'est le soutien qu'on a reçu de l'Union européenne dans le cadre d'un appel à projet auquel la ville a candidaté en 2018 et avec un consortium de partenaires, dont le CAE de Paris, et qui a permis d'avoir un soutien de l'Union européenne pour apporter des moyens supplémentaires pour 10 cours à nouveau pilotes, qui ont été accompagnés par ce consortium pour notamment une évaluation scientifique sur l'impact social et l'impact environnemental, microclimatique des transformations. Donc ça, ce sont des études qui sont en cours. Et puis tout un accompagnement de notre part sur ces 10 groupes scolaires. Donc il y avait 4 maternelles, 4 élémentaires et 2 collèges. Et cet accompagnement a permis de vraiment beaucoup plus questionner les usages, beaucoup plus questionner le projet et de le faire avancer. Notamment, ce qui a joué un élément un peu fondamental dans ce dispositif-là, c'est un voyage d'études que le CAE de Paris a organisé en octobre dernier, en 2019, à destination de tous les acteurs du projet, de ces 10 établissements, donc les chefs d'établissement, ce qu'on appelle à Paris les responsables éducatifs villes, donc qui sont en charge du périscolaire, et puis les représentants des services de la ville, donc la direction gestionnaire, la direction des affaires scolaires, et puis la direction opérationnelle qui était en charge de la conduite des chantiers, donc la DCPA qu'Émile Enoch représente ce soir. Donc, tous ces acteurs qui portaient des regards différents sur le projet, avaient de propres problématiques, des inquiétudes qui leur étaient propres aussi, ont pu partager, découvrir des cours vraiment différentes, vraiment naturels à l'occasion de ce voyage d'études. Et ce voyage, il a vraiment joué son rôle d'élément fédérateur qui a permis de créer un nouveau paradigme. Alors, je vais vous montrer très rapidement à quoi ressemblaient ces cours qu'on a vus là-bas. Voilà la première cour qu'on a découvert en Belgique et on avait vraiment été frappés de constater à quel point la nature était présente, mais surtout en accès libre auprès des enfants, à quel point il y avait de la topographie, il y avait du relief, il y avait une dimension ludique, la possibilité aussi pour les enfants d'être dans un espace un peu d'aventure, de découverte, de prise de risque, des matériaux très naturels aussi et très simples, des projets assez frugaux. Des revêtements de sol malléables en fait, qui se transformaient au fil des saisons, du climat, etc. Pas du climat, pardon, de la météo. Et puis, donc la présence de sable, de copeaux de bois en vêtements de sol, voilà, plein d'espaces, de sous-espaces différenciés dans ces cours d'école. Voilà. Et donc, tout ça, ça peut poser les bases d'une nouvelle façon de penser le projet de cours d'école Oasis. En fait, ce qui a vraiment révélé ce voyage, c'est que l'entrée qu'on avait eue jusque-là dans les cours parisiennes n'était pas la bonne. On avait eu une entrée technique pour répondre à des ambitions de résultats sur le plan climatique, de gestion de l'eau. Et en fait, l'entrée qu'il fallait avoir pour réfléchir ces cours, c'était une entrée avant tout portée sur les usagers et autour du bien-être des enfants. Et l'enjeu, c'était de parvenir avec ces transformations de cours à offrir aux enfants la possibilité de se reconnecter avec la nature. Et c'est ce que je disais un peu en introduction, de prendre conscience qu'ils sont une partie d'un écosystème et qu'ils y contribuent, qu'ils évoluent en harmonie avec cet écosystème. Alors, du coup, les enjeux centraux qui étaient la présence du végétal, la gestion de l'eau et la question des sols restent au centre du projet, mais on ne les aborde plus de la même façon. En fait, les arbitrages, c'est de quelle façon les choix qu'on va porter sur ces sujets-là vont pouvoir être au service de cet enjeu central qui est le bien-être des enfants. Alors, voilà, quelques éléments de réponse. Donc, sur la question de la gestion de l'eau, ce qui est ressorti de ce nouveau paradigme, c'est qu'on l'aborde maintenant dans ces nouvelles cours Oasis vraiment comme une ressource à valoriser. Le but, c'est pas de la faire disparaître le plus vite possible dans un sol perméable, mais c'est d'en faire une ressource et d'en tirer parti. Donc, soit on va fait s'infiltrer directement, comme par exemple ici avec des sols en pleine terre ou des sols en paillage. Ça, ce sont donc des exemples, des images de cours, de ces 10 cours du projet européen qui donc ont été en chantier cet été. Ils sont en partie livrés là depuis la rentrée 2020. Donc des cours parisiennes que je vous montre maintenant.
Donc, la réponse en pleine terre. Quand on a besoin de maintenir des sols durs et imperméables, ce qui est souvent le cas dans les écoles parce qu'il y a pas mal d'usages qui nécessitent d'avoir des sols imperméables quand il y a des pratiques sportives, quand il y a des engins roulants qui doivent circuler. Donc, on peut avoir pour partie des réponses avec ce type de sol. Et on travaille le nivellement du terrain pour que l'eau ruisselle. Et au lieu d'aller vers le réseau, elle va se diriger vers les espaces en pleine terre. Donc là, des pieds d'arbres qui vont être largement végétalisés et qui vont recueillir cette eau de ruissellement. On peut la stocker aussi, cette eau, et l'utiliser pour arroser les végétaux quand on en aura moins, ou l'utiliser pour lui donner un caractère ludique, la rendre plus visible. Donc, comme par exemple dans cette école dans le 15e où on a créé cette petite rivière pédagogique, et l'eau s'écoule ensuite dans un petit jardin de pluie qui sera nourri par cette eau de pluie. Donc ça, c'est une descente d'eau de pluie qui a été dévoyée pour nourrir cette rivière pédagogique. La place de la nature, du coup, l'enjeu de la place de la nature dans ces projets Oasis, c'est de la rendre plus accessible. Donc là, l'exemple que vous avez sous les yeux, c'est une école avant travaux dans le 14e pour laquelle on avait simplement retiré les grilles qui cernaient tous les espaces plantés. C'était une école qui avait déjà pas mal d'espaces plantés pour permettre aux enfants d'évoluer dans ces espaces-là et donc de regagner 30% de leurs cours qui leur étaient confisqués jusque-là. Et puis aussi, donc, pour permettre à la biodiversité de se réinstaller dans ces cours, l'enjeu de ces projets, ça va être de créer des strates végétales, d'avoir des espaces plantés multistrates, pas simplement une surface engazonnée ou pas simplement des arbres, mais vraiment des vivaces, des buissons, des arbres, des grands arbres pour apporter ombre, fraîcheur. Et donc, on va rafraîchir la cour, bien sûr par l'ombre que les arbres vont apporter, mais aussi grâce à cette gestion de l'eau par l'évapotranspiration que les végétaux qui seront installés dans la cour apporteront. Restaurer un sol fertile, donc sensibiliser aussi, ça c'est un peu ce qu'évoquait Cécile en introduction, sensibiliser ces publics-là à la vie, à ce qui se passe sous la terre et à comment on la nourrit, donc essayer de systématiser aussi l'installation de bacs à compost dans ces écoles Oasis. Et puis, avoir une réflexion vraiment tournée vers les usages pour choisir les revêtements adaptés, donc des revêtements clairs quand on a besoin de sols durs, de surfaces de sol dures et qu'elles sont dans des zones ensoleillées. Si elles ne sont pas dans des zones ensoleillées, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir recours à des revêtements de ce type-là. Des sols naturels quand on veut qu'ils apportent une dimension plus ludique, quand on veut que les enfants puissent les manipuler, les déplacer, ça devient un objet de jeu à part entière aussi, ces revêtements malléables. Donc on réinstalle dans ces cours des choses qui avaient complètement disparu des écoles, du sable, des graviers, des copeaux de bois. Et puis intégrer des éléments ludiques, puisque ça c'est quand même ce qui ressort de la concertation, la demande principale des enfants, mais avec des aménagements qui laissent une plus grande part aussi à l'inventivité, à l'imagination. Voilà, et puis avant de laisser la parole à Émile Enoch pour l'étude de cas, quelques images très rapidement des cours qui ont été livrés à la rentrée. Donc un exemple dans le 20e, l'école maternelle Marie-Zils. C'est des avant-après à chaque fois. Hein. Vous avez un arbre qui n'est pas accessible parce que derrière des grilles, et puis ensuite il est rendu accessible avec cette plateforme. Il vient s'installer, une zone désimperméabilisée dans un petit recoin qui était inutilisé dans l'école Emerio dans le 15e. Un espace qui devient un jardin de pluie. Alors là, la photo ne permet pas trop de s'en rendre compte parce que les végétaux ne sont pas encore en place, mais sous la passerelle que vous voyez à droite de la photo, il y a un jardin de pluie qui va venir s'installer avec une gouttière qui a été dévoyée. Voilà, de la topographie, des buttes qui vont être plantées et végétalisées. Toujours des buttes et encore des buttes. Voilà. J'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire. Maintenant, je vais laisser la parole à Émile Enoch qui donc a assuré la mission
de maîtrise d'œuvre directe pour l'un de ces établissements qui s'inscrit dans le cadre du projet UIA, le projet Urban Innovative Action, ce projet européen qui a permis de développer, de faire évoluer ce projet Oasis. Et donc, il s'agit de l'exemple du collège Pierre Alvizet dans le 5e arrondissement. Merci Laurence. Bonsoir à tous. Donc effectivement, comme Laurence vous le disait, je Alors, fais partie de Émile, on ne vous entend pas bien non plus. On m'entend là. pas ? Attendez, je vais essayer de remonter le son de mon micro. Alors. Ou vous rapprochez, vous avez un casque? Ouais, C'est Sylvain, c'est normal, on t'entend. Ouais. J'ai cru que c'était Émile Hinault qu'on entendait mieux. Non, c'est pas ça. On m'entend mieux comme ça? Non. Allô? À la limite, sans casque, peut-être. Bah, sans casque au son de la webcam, ça va pas être. Ah ouais. Je sais pas. Bon, je vais essayer. Comme ça fonctionne mieux? Oui, super. Bon, bah, tant mieux. Je vais sans casque. Bon, donc merci Laurence d'avoir présenté les cours Oasis. Effectivement, ça fait partie de la démarche de la ville de Paris de désartificialiser partiellement les sols des cours de tous les établissements scolaires, en fait. Ça va être le cas durant les 20 prochaines années probablement. Ça fait depuis 2017 qu'on a commencé et cette année, dans le 5e arrondissement duquel je m'occupe, c'est tombé sur le collège Pierre Alvizet. Donc, je vais vous afficher la présentation un instant. Ouf. Voilà. Tout le monde voit? C'est bon, on voit. C'est pas en plein écran, enfin, vous pouvez peut-être mettre à 100%. Oui, on voit à la limite. notre écran. Voilà, super. Ça, c'est en plein écran. OK. Ouais, super. Donc, le collège Pierre Alvizet se situe rue Monge, pour ceux qui connaissent, non loin du métro Sancier-d'Aubenton. Ça ne doit pas être une des plus grandes cours de Paris pour ce qui est des collèges, mais il fait quand même 1200 mètres carrés de surface. Bon, il y a une annexe également de l'autre côté, rue Laumont, mais elle n'a pas été traitée dans le cadre de ce projet. Et donc, effectivement, on est sur un établissement qui présente un certain nombre de particularités, notamment le fait de se trouver sur une rue en côte, donc de se retrouver en contrebas de la rue de l'Épée de Bois au nord et en surplomb de la rue Mirbel au sud. Ce qui veut dire qu'au niveau du nivellement, on était sur quelque chose d'un peu particulier avec des marches. Donc, ce qui est désigné par escalier annexe, qui permet d'accéder à la rue de l'Épée de Bois pour aller vers l'annexe Colomont. Donc, on a identifié un certain nombre de problématiques sur cet établissement, notamment le fait qu'on y trouve un abri de défense passive qui occupe donc la partie qui est grisée sur le plan et donc qui est en fait une sorte de bunker qui n'est pas vraiment utilisé, qui était utilisé pour stocker des vieilles archives jusqu'à présent, mais surtout qui ne permet pas la désartificialisation du sol, ni même la perméabilisation, tout simplement parce que le but n'était pas non plus de le noyer sous l'eau. Donc, par ailleurs, il y a toute une façade du bâtiment B, donc le bâtiment qui est à R+3 et qui donne uniquement sur l'eau, qui était nécessairement accessible à une voirie pompier. Et par conséquent, toute la zone qui se situe à cet endroit-là devant le bâtiment B
là où on voit la voie pompier, ne pouvaient pas être désartificialisés. On ne pouvait pas remettre de pleine terre à cet endroit-là, pratiquement, sauf aux marges, si je puis dire. Donc, effectivement, le CAUE a mis en place une concertation, une co-conception avec l'établissement, avec les élèves et avec toute l'équipe enseignante, en fait, dans le but d'arriver à une cour oasis qui non seulement respecte les critères du cahier des charges de gestion de l'eau, gestion des îlots de chaleur, etc., mais également qui permettent de rendre une cour qui donne aux élèves envie de l'utiliser et qui leur permettent d'explorer effectivement leur rapport à la nature et leur rapport à l'espace dans lequel ils se trouvent. Donc, un certain nombre d'idées ont été proposées par les élèves. Donc, certaines ont été retenues, d'autres ont été un peu adaptées, on va dire, un peu conservées, mais d'une autre manière, parce qu'évidemment, là, en l'occurrence, on n'était pas sur un espace qui nous permettait de faire courir une rivière dans la cour. Surtout, étant donné la configuration, c'était pas souhaitable. Donc effectivement, on a recensé le besoin d'activités sportives, notamment des barres de traction, mais pas seulement. L'équipe enseignante, après, a proposé un projet qui s'est implanté dedans et qui a bien fonctionné. L'équipe enseignante a également souhaité des amphithéâtres dans une idée de potentiellement pouvoir faire la classe en extérieur. Alors, pour le moment, on ne sait pas ce que ça va donner, mais en tout cas, les espaces extérieurs qu'on a créés, les amphithéâtres, rendent assez bien, vous allez le voir. Et donc, effectivement, on est assez satisfait de ça. On pense que ça pourrait être fait, éventuellement. Alors, des plantes grimpantes dans la végétalisation, vu l'espace dont on disposait, effectivement, c'était le meilleur moyen pour végétaliser certains espaces, de faire grimper dessus les plantes. Ça nous semblait la meilleure solution. Alors, donc effectivement, on a donc identifié un certain nombre de contraintes. L'impossibilité de rendre perméable la majeure partie de la cour B en était une. La nécessité de conserver l'accès à une trappe d'entretien des conduits de chauffage de la CPCU, donc de la compagnie de chauffage parisien, qui se trouve en dessous de l'escalier qui donne vers la rue de l'Épée de Bois. Et le fait surtout que la configuration de la cour en L nous contraignait fortement. Et donc, il a été décidé, pour répondre à ces contraintes, d'une part, de conserver des matériaux imperméables sur une bonne partie du site. Notamment, on a utilisé du béton désactivé, clair certes, mais néanmoins imperméable. De démolir les locaux techniques qui se trouvent sur le long du mur mitoyen pour, d'une part, limiter la zone carrossable, tout simplement parce qu'un de ces locaux techniques était le parking du véhicule de l'établissement qui désormais ne pourra plus être stationné à cet endroit. Ce qui nous a permis de récupérer de la place. Par ailleurs, une solution qui a été trouvée pour la gestion des eaux a été de mettre en place un système de récupération des eaux pluviales du bâtiment B et d'une partie des eaux pluviales de la cour B au moyen de cuves installées justement dans l'abri de défense passive. Et c'est ce qui effectivement a été mis en place et c'est ce sur quoi on a trouvé que c'était une idée assez innovante. Donc, après, pour ce qui était des enjeux qu'on a identifiés au niveau de la cour, notamment, il y avait la requalification des recoins, parce que certains endroits de la cour, visiblement, n'étaient pas utilisés par les élèves à leur juste valeur, notamment le long du mur mitoyen avec la rue de l'Épée de Bois et de l'autre côté, en fait, rue Mirbel. Par ailleurs, on a identifié le fait qu'il fallait exploiter au mieux les zones abritées sous les auvents, non seulement pour la gestion des eaux pluviales au
niveau de la cour, mais aussi pour l'utilisation qu'on pouvait en faire. Parce qu'effectivement, en temps de pluie, c'est des zones qui vont avoir un potentiel certain. Par ailleurs, on se posait la question de quelle façade végétaliser. Et alors là, évidemment, celle qui nous est apparue le plus évidente, c'était l'escalier de secours métallique, que vous verrez plus tard sur les photos, mais qui occupe une place assez importante dans la cour et qui aurait tout intérêt, effectivement, à être végétalisé. Et donc, par ailleurs, on a identifié certains espaces comme étant des espaces où se regroupaient beaucoup les élèves, notamment la zone qui se trouve entre le bâtiment principal et les sanitaires sur cours, et la zone qui se trouve sous le porte-à-faux, qui est l'endroit où les élèves attendent pour aller au réfectoire. Donc, ces espaces-là ont bénéficié d'un traitement particulier, mais on savait qu'on ne pourrait pas forcément les végétaliser, par exemple. Du coup, la première ébauche du projet qu'on a eu en décembre, que le CAUE nous a proposé en décembre et sur laquelle qu'on a utilisé comme base de travail tout du long, ça a été la suivante. Donc, effectivement, on a prévu des assises, énormément d'assises, notamment dans les zones justement qui étaient peu utilisées. En fait, les assises nous ont permis de requalifier ces zones, de leur donner un intérêt nouveau. Une zone calme, justement très végétalisée, avec des zones de pleine terre, mais aussi des zones en, comment dirais-je, en pavé enherbé et en copeaux, en mulch, pour donc effectivement l'aspect végétal d'une part, et puis pour permettre une zone un peu plus calme à cet endroit-là. Et puis par ailleurs, du coup, dans la zone qu'on ne pouvait pas désimperméabiliser, un espace plus dynamique où effectivement, il s'agit de collégiens, on a affaire à des enfants qui peuvent avoir envie de courir dans tous les sens, donc qu'on a mis à cet endroit-là. Donc effectivement, après, l'équipe enseignante a proposé un projet qui s'est intégré dans le nôtre, un projet de laser run, donc qui est une activité sportive où les enfants utilisent des carabines. Je ne sais pas si vous voyez, impulsion laser qui vont utiliser des récepteurs pour. Et donc, c'est une activité qui nous imposait une piste de 100 mètres pour permettre aux coureurs de faire son circuit et des cibles qui se trouvent donc dans la zone avec les assises au nord. Alors, effectivement, là, ça c'est la version un peu plus précise du projet qu'on a eu par la suite. Donc, on a eu quelques exemples effectivement d'aménagements qui nous ont été proposés. Donc, à ce niveau-là, on est parti assez rapidement sur des jardinières. On a choisi de requalifier les zones de pieds d'arbres en les végétalisant complètement. Parce qu'en fait, c'était le plus simple pour obtenir des zones végétales le plus souvent possible, ça et les jardinières. L'arrosage effectivement, l'arrosage des zones végétalisées, c'est ça la particularité, est réalisé entre autres, en partie par la récupération des eaux pluviales au sein de l'abri de défense passive. Et donc, effectivement, après, ça a évolué en phase de réalisation, forcément, parce qu'on a eu aussi d'autres contraintes après liées à la particularité de la période. Monter ce dossier-là en phase de confinement, c'était assez compliqué. Mais en partie, on a réalisé ce projet sur la base de ce plan. Donc effectivement, on est parti sur. Donc après,
Ça, c'est les versions suivantes du projet qui vont vous être présentées. Donc, effectivement, quelques aménagements sportifs comme des barres de traction ont été rajoutés. La piste de laser run est ici matérialisée. Et effectivement, on a ajouté un maximum d'assises, notamment sous les auvents, afin de permettre des espaces calmes pour les élèves. Donc, effectivement, là, ici, ce plan fait apparaître l'ensemble des zones végétalisées du projet. Donc, entre-temps, il a été décidé de rajouter 2 arbres dans la cour, notamment un fruitier qui se trouve le long du mur sud et au milieu de la zone de pavé enherbé, un tilleul qui a été planté la semaine dernière. Et donc, pour ce qui est de la gestion de l'eau, effectivement, on a récupéré une des idées des élèves qui était l'idée de la rivière, sauf qu'on l'a matérialisée d'une autre manière en créant des caniveaux un peu partout dans la cour pour matérialiser le cheminement de l'eau d'une part et d'autre part en faisant descendre l'eau des auvents au moyen de chaînes d'eau. Donc, alors celles-là, elles ne sont pas encore posées, ça fait partie des dernières choses à faire dans le projet. Mais qui permettent de ramener l'eau des auvents vers les espaces végétalisés. Donc, comme je vous le disais, on a eu pas mal de difficultés en phase de conception parce que la période ne nous a pas aidés et donc on s'est retrouvé en juin à passer le marché un peu en catastrophe et à trouver une entreprise qui n'a pas eu de période de préparation de chantier et qui a assez bien géré les difficultés qui se sont présentées au fur et à mesure. Donc là, ici, on voit des photos qui ont été prises par le CAE au fur et à mesure des travaux en phase de démolition. Et puis, donc, la construction de ce qui deviendra après les amphithéâtres, des structures porteuses des amphithéâtres en bois. Donc, voilà le projet en pleine action, donc avec là, les coffrages des zones en béton désactivé que vous pouvez voir et les fers déjà posés à cet endroit-là. Donc, on a découvert pas mal de murs souterrains en phase de démolition et ça a été énormément de gravats à transporter. Donc, voilà là, le béton désactivé une fois réalisé, hein, vu de près. Et la piste de laser run en cours de construction. Là, voilà ce que ça donne avec le paillage et donc les espaces de pleine terre. Pas encore plantés à ce stade et il manquait encore aussi pas mal d'assises. On commence à voir aussi la construction de l'amphithéâtre derrière. Donc voilà effectivement le genre de caniveau qu'on a utilisé pour matérialiser le cheminement de l'eau, ce que ça donne une fois réalisé. Et voilà le sol une fois fini à cet endroit-là. Donc, on a ajouté des assises, les amphithéâtres ont été construits. Et la piste de laser run a été matérialisée par une résine de sol antidérapante pour permettre aux enfants de courir dessus. Et donc, voilà la zone de pavé enherbé avec les plantations en cours et donc effectivement la fosse du tilleul déjà creusée. À ce stade, il ne manquait plus que les plantations. Et alors, on a eu une mauvaise surprise. C'est effectivement le fait de laisser les plantations libres. Ça a été une idée séduisante au départ, mais je pense que ça ne sera pas conservé et qu'on va barriérer ces zones parce que dès le premier jour, après les plantations, dès le premier lundi de la rentrée après les vacances, les zones étaient dans le même état. Donc, les élèves avaient totalement détruit les plantations et l'entreprise va être obligée d'y revenir.
Donc voilà le paillage une fois posé, effectivement, avec les feuilles qui sont tombées dessus, forcément, vu la saison. Et voilà à quoi ressemblent les amphithéâtres vus de près, une fois terminés. Donc merci de votre attention et je souhaite bon courage aux intervenants suivants. Je Merci. peut-être, Émile, avant Merci, de Émile. poursuivre, Sylvain, juste moi j'avais quand même une question là, Bien sûr. du point de vue réglementaire et du point de vue enfin, des conformités, est-ce qu'il y a eu des obstacles à lever sur ces projets-là? Alors, bonne question, effectivement. Disons que la contrainte principale, ça a été les amphithéâtres. Parce que précisément, disons que personne n'est vraiment trop habitué à avoir ce genre d'équipement dans des cours d'établissement scolaire. Pour le gradinage, pour les hauteurs, c'est ça? C'est ça. Donc, effectivement, on a choisi de les traiter comme des jeux de cours et d'utiliser le paillage ludosol, donc qui est considéré comme un matériau amortissant au même titre que le sol souple de cours, pour faire passer ça. Disons qu'on n'a pas encore la réponse du bureau de contrôle. Et pour les buts qu'on a vus là dans la présentation, surtout la partie présentée par Laurence, on a vu des buts souvent dans ces cours et un système de mini paysagement de jardin comme ça. Est-ce que ça a posé des problèmes aussi par rapport… Alors, je ne parle pas d'usage au sens de évoluer par rapport à la question de la cour d'école où il n'y a jamais de tâches et jamais rien qui dépasse. Je parle plus du point de vue réglementaire, c'est-à-dire les essences. Bon, je suppose qu'il faut les choisir comestibles, mais la terre, la butte, le fait de la chute, enfin, comment ça s'est passé ça? Mais tu mets un peu le doigt sur le nœud du problème. Bah ouais. Surtout à Paris, en fait, où on a des gros problèmes de pollution des sols. Et donc, où déjà partir sur des espèces comestibles, c'est pas possible, en fait. Donc, est-ce que ça veut dire que ça met en cause la diffusion de ce type de pratique Alors, je nuance un tout petit peu, Émile. En fait, c'est vrai que la ville, elle a une pratique assez systématique de la conduite d'études de sol préalables à ce type de projet. Et donc, sur quasiment tous les projets, quand les études historiques montraient que c'était nécessaire, des études de sol ont été faites. Et très souvent, on a trouvé des sols de très mauvaise qualité, très pollués, comme c'est le cas quasiment partout à Paris. Et donc, il a fallu souvent retirer ces terres parce que dans des écoles et parce qu'en contact quotidien avec les enfants. Donc, quand c'était pas possible de les retirer, ne pas les mettre en accès, et quand c'était possible de les retirer, le faire. Et donc, quand on a retiré les terres polluées, qu'on a séparé la sous-couche, qu'on a ramené des terres propres, là, on peut mettre des plantations comestibles. Il n'y a rien qui s'y oppose. Donc, ça fait pas mal de si, mais voilà, dans certains cas de figure, on peut quand même mettre des comestibles. Donc, on a quand même des potagers qui vont s'installer en pleine terre dans certaines des écoles, quand on n'a pas eu le choix et qu'on a dû de toute façon remplacer les terres. Et donc là, la ville, elle a des diagnostiqueurs externes, mais surtout, elle a un service très compétent en interne qui peut conduire ses propres analyses et faire des préconisations d'action à mettre en œuvre. Ça veut dire que si on voulait généraliser ce type de pratique, il faudra avoir un cahier des charges, des prérequis en fait, d'études préalables sur d'études de sol, etc., la nature des sols. Ouais, pour les courvoisistes, c'est le cas. Hein. La ville a mis au point un cahier des charges de toute une batterie d'études qu'elle mène en amont, qui sont très coûteuses et qui grèvent pas mal le budget. Donc ça fait partie des sujets, pour aller vers des projets plus frugaux, ça fait partie des sujets qui sont assez problématiques. Et puis, sur l'autre question que tu posais sur les buts et sur les problématiques réglementaires, un peu à l'image de ce que Émile Enoch évoquait sur les gradins à Alvizet, en fait, la grosse problématique, c'est la problématique des aires de jeu et les normes liées à ces installations-là, surtout quand on est sur des structures pour les plus petits, où il y a des glissières qui sont des aménagements très, très normés. Donc là, ça a toujours été très, très compliqué. Il a très souvent fallu que les maîtres d'œuvre, les services, les sections locales d'architecture ajustent
les intentions initiales pour que ça rentre dans les clous de ce qu'exigeaient les certificateurs. En fait, on ne pouvait pas reproduire à l'identique ce qu'on avait vu en Belgique parce que voilà, les normes ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a les normes européennes, mais en France, on a notre petite couche aussi à nous qui vient complexifier. Voilà, mais on arrive quand même. On a quand même réussi à faire des choses chouettes. Comme je garde le temps, merci beaucoup à vous deux. On va donner la parole à André, Carlos et Christophe pour la présentation suivante et on pourra enchaîner sur des questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et nous on les relit par la suite, ou si on peut, on vous donnera la parole directement pour les poser. Et pendant que André prépare sa projection, si vous pouvez vous renommer pour ceux pour qui ce n'est pas fait, parce que c'est bien plus facile pour l'émargement, pour nous, pour Charlotte, et puis pour savoir qui pose les questions. Voilà, je vous remercie. Oui, bonjour. Donc, je suis André Bernic de Fieldwork Architecture, ici avec Marcos da Silva, qui est mon collègue au sein de l'agence, et Christophe Calvaroso, qui a travaillé avec nous, qui est ingénieur forestier. Et donc, c'est lui qui va parler plus en détail sur ce qu'on a fait avec le sol. C'est un peu le thème de la rencontre d'aujourd'hui. Et moi, je vais faire une introduction un peu globale du projet. Et après, je vais vous montrer aussi où ça en est aujourd'hui, qu'on s'est terminé. Donc, c'est un peu l'intérêt. Donc, là, je me mets en partage d'écran et je fais plein écran. Est-ce que ça marche? C'est parfait. D'accord. Donc, voilà, c'est le projet Lisière d'une tierce forêt à Aubervilliers. On l'a fait pour l'association Alteralia. Vous voyez ici, c'était une commande en fait de leur part. Et on a réussi de réunir autour du projet beaucoup de partenaires. Tous les logos sont en bas. Je ne vais pas rentrer dans comment chacun d'entre eux a participé au projet, mais c'était un projet qui a duré longtemps. Enfin, on a commencé en 2016. Et dès 2017, par exemple, il y a Météo France et Paris Diderot qui sont rentrés pour suivre l'évolution parce que ça les intéressait d'une part du côté scientifique, mais d'autre part aussi parce qu'on voyait en fait le potentiel de reproductibilité de ce qu'on est en train de faire. Donc, mais je vais faire un pas en arrière comme ça pour vous montrer pourquoi nous, on s'est intéressé au sujet autour duquel on a travaillé en tant qu'architecte en réalité, parce que la demande d'Alteralia, c'était de transformer un parking en un lieu plus accueillant pour les piétons, devant le foyer des jeunes travailleurs qu'ils gèrent. Alteralia, c'est une association d'insertion sociale par le logement. Ils gèrent donc ce foyer des jeunes travailleurs à Aubervilliers, c'est leur siège social, et en même temps, ils ont des centres d'hébergement d'urgence à Paris et en banlieue. Ils existent depuis 40 ans, c'est une grande association. Donc, ils viennent vers nous et nous disent, bah voilà, on a ce parking, on n'en a plus réellement besoin. Il y a le métro qui vient juste à côté, donc la ligne 12. En réalité, nous, on leur a dit, bah oui, vous avez même le droit de ne plus avoir de ce parking, de le supprimer parce que le PLU vous le permet à partir du moment où vous êtes proche d'une station de métro. Et voilà, ça allait totalement dans le sens aussi de la place de la voiture en ville qu'ils défendent. Et voilà, ils étaient déjà sensibilisés à la question. Alors là, OK. Donc là, je fais juste un petit pas en arrière sur le réchauffement climatique. Ce n'est pas pour vous dire, vraiment vous parler de ça, mais juste pour dire que si nous, on s'intéresse à ça, c'est d'une part parce que les architectes, on a un énorme rôle à jouer en vue de quelle est la responsabilité, quelle est la part de bâtiments dans ce qui est le réchauffement climatique, mais aussi pour dire que il y a une réalité mathématique derrière ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire que tout ce qui était autrefois considéré comme quelque chose d'extrême va avec le réchauffement climatique. Vous voyez la courbe à droite qui se déplace donc vers la droite. Ce qui était avant extrême deviendra quelque chose de plus commun ou normal et on connaît déjà en fait. On a déjà l'expérience. En 2019, on a vécu le jour le plus chaud de tous les temps à Paris. C'est assez fou, en fait. On est de cette génération à vivre ça. Donc,
là, en ville, en fait, qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? Pourquoi on s'intéresse, nous, à la chaleur dans ce projet, en fait? Et vous allez voir qu'est-ce qu'on a fait. C'est parce qu'en ville, c'est encore pire qu'en dehors de la ville. Vous voyez là, c'est la thermographie d'été. Donc en 2014 et enfin non, ça a été pris avant, c'est sorti en 2014 dans les études d'Apur. Et on voit bien en fait que bon, les zones rouges et jaunes sont celles qui sont plus chaudes par rapport à la campagne où c'est bleu, où ça veut dire que c'est moins chaud. Et en plus, on remarque une autre réalité, c'est que ce n'est pas égal partout. Il y a des zones qui sont encore plus chaudes, même à l'intérieur d'une ville dense et voilà, vraiment urbaine. Et c'est quoi la raison en fait? On voit là directement un lien avec la situation sociale de ces quartiers qui sont plus chauds par rapport à ceux qui sont moins chauds. En fait, il y a une réalité qui est bien montrée sur ces deux images-là. En fait, la quantité de végétation est corrélée, et ce n'est pas vrai que pour Paris, hein, c'est vrai pour toutes les villes occidentales, avec le niveau de revenus des habitants de ces quartiers. Et pourquoi, en fait? Comment on peut l'expliquer? C'est parce que on considère que les arbres ou la végétation, c'est quelque chose qu'on rajoute à la fin du projet. Comme ça, une fois qu'on a tout fait, tout est terminé, tous les réseaux sont faits, on rajoute un peu de végétation si on peut se le permettre. Et parfois, parce que c'est de l'agrément, c'est pour faire joli. Et parfois, ben, on n'a pas ces moyens-là ou il manque des moyens. Donc, c'est la végétation qui part en premier. Et nous, on essaie de défendre là avec le projet lisière d'une tierce forêt que ce n'est pas ça en fait. La végétation, ce n'est pas uniquement quelque chose qui est dans l'embellissement, mais c'est une infrastructure nécessaire à la ville voilà, d'aujourd'hui. Donc, voilà le site de notre projet. Donc, vous voyez ici, donc ça, c'est le bâtiment de Alteralia. C'est une tour de 9 étages où il y a 250 personnes qui vivent. Et c'est des bureaux aussi d'Alteralia, donc c'est assez grand. Et autour, bah, c'est relativement commun, en fait, comme situation en banlieue. Vous voyez, c'est une pléthore de parking. Comme ça, vraiment, on n'a pas du mal à se garer. Très imperméable et très voilà, les surfaces couvertes en fait par les matériaux imperméables et relativement sombres. Et donc là, ce que nous on a fait au départ, c'est qu'on a simulé l'irradiation solaire sur ce lieu-là pour comprendre où la problématique est la plus grande en fait. Et donc, ce qu'on voit sur cette carte, c'est les zones rouges qui sont les plus exposées du soleil. C'est assez simple en réalité. Hein. C'est les bâtiments font de l'ombre et ils protègent certaines zones qui sont donc qui chauffent moins par rapport aux autres zones. Et donc, voilà ce que ça fait, enfin, le site tel qu'il était avant qu'on arrive en 2016. Et donc, vous voyez, en fait, c'est vraiment relativement commun avec des tours et ce parking en mauvais état. Et en plus, ce n'est pas du tout accueillant pour les usagers. Et donc là, on n'a pas voulu en fait imposer à Alteria de nous dire quel est l'usage que vous voulez faire de cet espace, définissez à tout prix maintenant qu'est-ce qu'ils vont faire les personnes qui sont là. Nous, on s'est positionné plutôt dans une optique de dire que ce n'est pas notre rôle de faire des projets uniquement en fonction de ce qu'on va y faire, une sorte de fonctionnalisme comme ça, mais de se dire que notre travail, c'est de rendre possible les usages qui peuvent évoluer dans le temps et qui seront définis aussi par des gens qui utilisent réellement l'espace. Donc, pour nous, qu'est-ce que nous, on peut faire pour que l'espace soit accueillant et qu'en même temps, il répond à cette nouvelle problématique d'îlot de chaleur urbain. C'est-à-dire que la ville elle est plus chaude que la campagne. Donc, voilà, nous sommes en coupe ici, schématique certes, où on voit en fait qu'on rassemble un peu tout un tas de problématiques d'îlot de chaleur urbain. Donc, le revêtement au sol est sombre, il est imperméable, il y a peu de végétation, et on a des sources de chaleur anthropique qui sont des voitures, voilà. Et donc, c'est un peu les 4 critères qui font qui sont à la base de l'îlot de chaleur urbain.
Et donc là, vous avez aussi 2 stations météo, j'y reviendrai après. Après, c'était juste pour revenir un peu sur la question de l'arbre, en fait. De quelle façon l'arbre fonctionne comme quelque part un climatiseur en réalité. Il fait 2 choses en fait. D'une part, il crée de l'ombre, c'est assez simple. Il absorbe une partie de l'énergie, une partie est renvoyée vers le ciel et l'autre passe quand même à travers. Et après, il puise l'eau dans le sol et par évapotranspiration, il fait baisser la température de l'air. Donc, nous, on n'a pas été au départ dans une optique de dire à tout prix, il faut planter des arbres. On s'est plutôt dit, quels sont les moyens qu'on a pour rafraîchir? Et donc, c'est ces 2 moyens-là, c'est-à-dire d'un côté, il faut protéger du rayonnement direct, donc renvoyer vers la voûte céleste le rayonnement solaire quand il arrive, et d'autre part, rafraîchir l'air. Et comment on arrive à le faire sans consommer une énergie extérieure, c'est-à-dire on ne va pas installer des climatiseurs, c'est par évaporation d'eau. Parce qu'une fois que l'eau elle change d'état entre l'état liquide et qui devient donc le gaz, il y a une température, enfin il y a une énergie consommée pour ça. Et donc c'est comme ça qu'en effet on arrive à baisser la température de l'air. Et nous, on aurait pu, au départ, on se posait la question, alors on va faire des petites des ombrières et on va rajouter des brumisateurs et on ferait exactement la même chose. C'est juste que, l'arbre, il fait ça gratuitement, plus simplement. En plus, il y a très peu d'entretien, ou en tout cas, il y a un entretien différent. Et on voit vraiment la plantation comme une infrastructure réellement. Voilà. Et donc, pour revenir sur le protocole expérimental sur les stations météo qui étaient matérialisées tout à l'heure sur l'autre dessin, c'est-à-dire que le Paris d'Hydro et le laboratoire LEED, en fait, ils sont rentrés dans le projet tout au début parce que ça les intéressait de voir quelle sera l'efficacité de ce qu'on est en train de mettre en place. Et c'est très rare de pouvoir faire ça, c'est ce qu'ils nous ont dit, d'avoir la possibilité de mesurer avant et après projet. La plupart du temps, on appelle les scientifiques pour leur dire dites-nous ce que fait ce qu'on vient de faire, mais ils n'ont pas le point de comparaison. Donc, il y a tout un système, je ne vais pas rentrer dans les détails, pour ne pas être trop long. Et en tout cas, il y a 2 stations météo. Il y en a une qui est une station témoin, qui est sur la toiture de l'immeuble, et l'autre qui est installée sur le parking au départ, qui est restée 1 an sur le parking pour avoir des données de départ, pour après pouvoir comparer avec là où on est aujourd'hui déjà avec les travaux. Après les travaux. Donc, la première chose qu'on devrait faire, c'est donc désimperméabiliser. Enlever ce matériau dans lequel est stockée l'énergie solaire. Et après, voilà, comment on va, si on s'est décidé qu'on va planter, quoi faire avec cette terre, comment planter. Je laisserai Christophe rentrer vraiment là-dedans. Et le troisième aspect, alors, c'est planter densément. Et donc, je donne la parole à Christophe, s'il est là, je l'espère, pour qu'il nous explique un peu comment lui, il a travaillé. Oui, donc bonjour à tous. Donc, comme l'a expliqué André, l'objectif, c'était de faire du rafraîchissement, notamment dans le cadre de ce projet. Et on ne peut pas déconnecter le fonctionnement de l'arbre du sol. Donc, au préalable, on a fait vraiment une caractérisation assez poussée finalement du sol sur le site au travers de 2 fosses pédologiques qui ont été creusées sur le site. Et donc l'approche, c'était vraiment des approches habituelles qu'on peut faire en forêt ou en milieu agricole, en fait, avec une caractérisation finalement. Donc tu peux passer à la diapo suivante, une caractérisation finalement des profils pédologiques, profils de sol, avec définition des différents horizons, caractérisation. Donc, il y a des observations visuelles qui ont été faites, tactiles pour évaluer la structure, la texture, et donc des prélèvements qui ont été effectués pour faire des analyses dans des laboratoires agréés en termes de qualité agronomique du sol, donc en termes physiques, chimiques,
et également une évaluation des polluants dans le sol. Donc là, très schématiquement, si tu peux rester là pour l'instant, on a fait une petite évaluation finalement de la qualité agronomique, enfin pas une petite, hein, c'était quand même assez poussé, qui a démontré que certains horizons de ce sol avaient des qualités assez importantes en termes agronomiques, et l'objectif quand même du projet, c'était de garder un maximum les matériaux présents et de limiter les apports de terre végétale. Donc cette caractérisation a permis finalement d'identifier un peu la qualité agronomique du sol, ce qui va influencer également sur le choix des essences, hein, finalement, parce que les essences ont certaines exigences en fait en termes de sol. Ça a permis d'identifier les matériaux qu'on pouvait conserver sur ce site et également les apports qu'il était nécessaire pour optimiser la qualité de ce sol dans une optique notamment de rafraîchissement. Parce que le sol, c'est le réservoir d'eau, c'est comme une éponge, donc il nous fallait identifier un peu ses composants et puis savoir qu'est-ce qu'il fallait ramener en fait en plus pour optimiser la structure du sol et son potentiel de rétention, sa capacité de rétention en eau. Alors, on a quand même observé qu'il y avait la présence de certains polluants organiques dans certaines couches. Donc, on voit bien la couche assez noire, là où il y avait la présence de scories, d'hydrocarbures. Mais globalement, tout ce qui était éléments métalliques, finalement, ils étaient sous une forme stabilisée dans le sol et dans des concentrations qui étaient relativement faibles, finalement. Tu peux passer à la diapo suivante. Donc là, je voulais juste revenir sur ce que je disais au préalable, hein, c'est qu'en fait, voilà, on veut planter des arbres, on veut que ces arbres rendent des services écosystémiques, mais le sol, c'est la clé de voûte du fonctionnement de l'écosystème. Et l'approche qu'on a essayé de mener là-dessus, c'est d'évaluer un peu, l'approche qui a été menée dans le cadre de ce projet, c'était d'évaluer un peu l'ensemble des fonctions que pouvait jouer ce sol, donc notamment c'est tout ce qui est stockage, recyclage et transformation des matières organiques, rétention et fourniture de nutriments, enfin je ne vais pas tout détailler, mais le sol joue toutes ces fonctions lorsqu'on lui permet de les jouer, hein, lorsqu'il est désimperméabilisé, ce sol peut jouer toutes ces fonctions qui vont jouer sur la composante physique, chimique, biologique du sol et son état sanitaire, et derrière ça va influer sur la gestion de la réserve en eau, la gestion de la fertilité, la protection, enfin là c'est plus dans des contextes agricoles, protection des cultures, mais tous les autres objectifs finalement peuvent être associés au milieu urbain. Ça va jouer sur l'empreinte environnementale, le sol est capable de séquestrer du carbone, enfin voilà, tous ces aspects-là, et puis bien évidemment tout ce qui est résilience et durabilité du système. Tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Okay. Donc la méthode de reconstruction de sol, hein, je l'ai précisé tout à l'heure, en fait, on avait fait un diagnostic initial du sol. L'objectif, c'était de conserver au mieux les matériaux qui étaient en place et d'améliorer par des apports bien visés. Donc l'objectif, c'était de créer une bonne fertilité physique. La fertilité physique du sol, tout simplement, c'est l'agrégation, la porosité qui vont permettre une bonne colonisation racinaire, donc un bon ancrage et un bon accès à l'eau et aux nutriments. Une bonne rétention en eau du sol qui est, je le précise encore, primordial en termes de rafraîchissement, parce que lorsqu'on parle de réserve utile, en fait, c'est un réservoir d'eau qui est disponible pour l'arbre, et plus ce réservoir d'eau est disponible pour l'arbre, plus l'arbre aura un potentiel de transpiration important et donc de rafraîchissement important. Et puis évidemment, une bonne fertilité physique, une bonne porosité va constituer un bon habitat pour les micro-organismes et tous les organismes globalement du sol, qui vont jouer un rôle clé finalement dans bon nombre de processus pédogénétiques et contribuer finalement à l'amélioration de la qualité de ce sol. En termes de chimie, l'objectif c'était d'optimiser la capacité de rétention et de fourniture de nutriments, mais qui est très lié finalement à l'état d'agrégation et la structure du sol. Et puis parallèlement également, l'objectif était d'optimiser les activités biologiques.
Donc, je ne sais pas si je dois en parler ici. Tu peux revenir peut-être à la précédente. Là, il y a une petite image de mycorhize, en fait, sur ce projet. On a intégré également la notion de mycorhisation contrôlée des arbres. Parce que vous pouvez voir sur la photo, là, tous ces petits filaments, en fait, constituent des petites racines, en fait, qui vont être capables de coloniser, en moyenne, on estime à 100 fois plus de volume de sol. Et ils sont capables d'aller retirer de l'eau dans une porosité plus fine que celle des racines normales. Donc, ces champignons qui sont naturellement présents en forêt contribuent de manière très très importante au cycle biogéochimique en forêt et à la nutrition des arbres. Donc dans ce projet, en fait, on a mycorhisé certains arbres. Oui, tu peux passer à la suivante. Donc là, c'était également j'avais parlé précédemment des fonctions jouées par le sol, mais là également, l'idée c'était de revenir un peu. Donc je présente une image qui a été générée par le CEREMA et qui représente finalement tous les services rendus par l'arbre. Là, dans ce projet, on s'est intéressé au rafraîchissement urbain, mais l'arbre joue une multitude de services, notamment par la fixation de carbone, l'absorption de polluants. Enfin, vous pouvez tous les lire aussi bien que moi là-dessus. Et en termes de rafraîchissement urbain, il y a quelques études récentes qui ont permis d'estimer, en fait, notamment dans le projet Epicéa, que le rafraîchissement moyen en ville, en pleine journée, pouvait atteindre 1 à 3 degrés Celsius en fonction du type de végétation qui était implantée. Et donc, on peut clairement voir l'apport pour le confort des citoyens, mais également l'économie en termes d'énergie consommée. Tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Donc, dans le cadre de ce projet, alors, je tiens à préciser qu'il y a, alors moi qui travaille en milieu forestier la plupart de l'année, je dirais, on est soumis en fait aux mêmes problématiques de sécheresse et de résistance, résilience en fait des essences d'arbres, et on a encore peu de recul, je dirais, sur les essences à fort potentiel. Parce qu'il faut savoir que l'impact des sécheresses, finalement, c'est un impact cumulé et que pour l'instant, finalement, on a vraiment peu de recul sur la capacité des différentes essences à supporter les sécheresses et à s'adapter, parce qu'elles ont des potentiels forts d'adaptation sur le moyen, voire le long terme. Donc, dans le cadre de cette étude, on avait quand même fait une recherche bibliographique assez conséquente pour essayer d'identifier les essences qui avaient un potentiel assez intéressant de résistance à la sécheresse et de rafraîchissement du milieu, sachant qu'il fallait également que ces espèces soient adaptées au sol et aux contraintes urbaines. Et l'objectif aussi, c'était bien sûr d'apporter de la diversité au système, aussi bien en termes d'essence que de forme et que de taille. Donc, vous pouvez voir ici un peu on a choisi l'érable champêtre comme une essence, comme l'essence majoritaire, la matrice. On l'a associé un peu à de l'érable sycomore, du chêne sicile, du chêne pédonculé. Voilà. Merci Christophe. Donc je reviens un peu sur la suite en fait, parce que jusqu'à maintenant, bon voilà, ce qu'on voit en fait, c'est que d'accord, on a remplacé le parking par une plantation très dense d'arbres. On a mis 72 arbres sur cet espace qui fait 1200 mètres carrés. Mais ce n'était pas notre objectif en fait de se dire bah oui, on va faire une forêt à la place d'un parking, parce qu'on sait que cet espace, il doit garder son usage. Enfin, ça reste un espace urbain. C'est l'entrée principale du lieu, enfin du foyer des jeunes travailleurs. Et il y a 500 personnes qui passent tous les jours à travers cette zone. Donc, on a cherché en fait un moyen comment réconcilier quelque part, si on veut, cette opposition qu'on a un peu théorisée, mais peut-être elle n'existe pas vraiment, entre la nature et la ville. Peut-être que les deux peuvent coexister dans un même lieu à partir du moment où
dans notre cas, en fait, on rajoute un revêtement de sol qui permet aux arbres de grandir, mais en même temps permet aussi aux personnes de s'approprier des espaces comme si c'était une place publique. Et qui rend accessible pour tout le monde. Là, donc voilà une question d'accessibilité universelle, hein, ce lieu. Et qu'en même temps aussi, en quelque sorte, protège les systèmes racinaires des arbres parce que ça empêche le piétinement très fort sur des zones où on a le plus de passages. Donc, on avait mis donc le béton drainant qui recouvre l'entièreté du site. Et voilà, au milieu, on a une voie engin qui était une des contraintes de cet espace et qu'on a aussi traité de la même façon qui aujourd'hui, on n'arrive pas à faire la différence quand on regarde là où on en est aujourd'hui, mais je vous montrerai tout à l'heure. Donc, je continue. Sur le béton drainant, en fait, c'est quoi? C'est une matière c'est un type de béton qui a des vides à l'intérieur et qui laisse passer l'air, s'infiltre directement. Vous voyez, en fait, voilà, on a jeté de l'eau et ça passe enfin, pas l'air, oui, de l'eau. L'eau, elle passe directement à travers. Donc, les arbres, ils reçoivent tout l'eau qui tombe sur cet espace. Mais pour la gestion d'eau, en fait, donc si la première question autour du projet, c'était de se dire, OK, on doit rafraîchir ou on doit au moins empêcher l'accumulation de la chaleur en ville. Après, il y a une certaine sorte de cascade comme ça, des questions qu'on a dû résoudre par la suite pour que ça fonctionne vraiment, mais qui sont d'autres questions qui ont réellement besoin aussi d'être résolues. Et j'y reviendrai, notamment, par exemple, la gestion d'eau et l'utilisation des ressources et autre chose. Mais là, c'est juste une sorte de, pour les architectes, comme ça, c'est peut-être intéressant, juste quelque part, de démontrer de quelle façon nous, on travaille, en fait. C'est-à-dire, vous vous souvenez, en fait, ces lignes-là, rouge, orange, jaune, c'est en fait les zones qui sont de plus ou moins exposées au soleil, et c'est ça qui nous donne les zones où on a besoin d'avoir une densité plus forte ou moins forte de la plantation, en fait. Donc, finalement, on reprend, en fait, quelque part, les données du site, on les interprète en un plan de plantation. Et au sol, vous voyez aussi qu'il y a des sortes de triangles qui ont apparu. Ce n'était pas non plus au départ une volonté esthétique. Quelque part, nous, on croit en réalité que l'esthétique, c'est une sorte de conséquence des bons choix qu'on fait au fur et à mesure du projet. C'était une nécessité, en fait, parce qu'il y a une sorte d'opposition qui se fait entre un besoin de comprimer ou le sol pour pouvoir poser ce revêtement, mais d'autre part, on ne peut pas le faire parce que sinon les arbres ne peuvent pas se développer. Donc, c'était un compromis qu'on a trouvé en fait à permettre un certain petit mouvement de sol à travers ce découpage au lieu de créer des grandes surfaces qui auraient tendance peut-être à se fissurer parce qu'on n'a pas vraiment comprimé le sol avant de poser le béton. Donc, gestion d'eau. Qu'est-ce qui se passe quand il pleut? Donc, l'eau s'infiltre partout. Et après, on a un petit ruissellement qui se fait dans l'épaisseur du matériau parce que la terre n'arrive pas, en cas de forte pluie en été, n'arrive pas à absorber à la même vitesse donc l'eau. Et cette eau ruisselle vers le centre où on a créé sous la voie pompier, au départ une contrainte, mais finalement un atout du projet parce qu'on a fait un réservoir d'eau, une chaudière réservoir en réalité, dans lequel on stocke l'eau et qui sera plus tard redistribuée vers les arbres une fois que la pluie, pour prolonger cet effet de rafraîchissement. Parce qu'il faut savoir que il ne suffit pas de planter des arbres pour qu'ils rafraîchissent. Hein. Il faut les alimenter en eau. Et parce que s'ils n'ont pas d'eau, ils arrêtent ils ferment les stomates et ils arrêtent de vapotranspirer. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prolonge quelque part les fortes pluies estivales comme ça, des orages d'été qui peuvent être, où on a beaucoup d'eau, mais dans un temps très court,
que normalement en ville on va perdre parce que l'eau va partir dans le caniveau et ça sera évacué quelque part, qui créera par ailleurs les problèmes. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on stocke cette eau et petit à petit, on la redistribue vers les arbres par la suite. Donc là, j'ai une image pour vous montrer ça. Et donc, vous voyez que donc, il y a de l'eau qui est toujours dans ce stockage et qui est redistribuée vers les arbres à travers les drains que nous avons installés. Donc, c'est des drains en terre cuite. Et ça, c'était aussi un aspect du projet qu'on a voulu vraiment travailler, c'est-à-dire quels sont les matériaux qu'on utilise en fait. Pour être vraiment allé jusqu'au bout d'une recherche, à savoir que si nous, on intervient sur ce lieu aujourd'hui, peut-être que si quelqu'un, dans 50 ans, décide de faire un trou dans cet espace, il ne devrait pas trouver quelque chose là-bas qui, naturellement, ne pourrait pas exister. Donc, c'était pour ça un peu de cette résistance de ne pas vouloir enterrer du plastique, parce que la plupart du temps, les drains sont quand même en plastique. Donc, voilà un peu les travaux qui sont en cours. Voilà. Donc, vous voyez ici, c'est la zone qu'on a gardée pour l'instant, donc encore en enrobé, c'est la zone de la voie pompier. Et ici, donc, le mélange terre-pierre qu'on a mis en place, mais ce n'est pas vraiment de la terre-pierre, c'est ce que Christophe n'a pas dit, c'était du remblai. On était sur 2 mètres de remblai, donc on peut presque dire que c'est du remblai-pierre plus compost, parce que c'était que le compost, donc la matière organique issue de déchets verts de la région qu'on a rajouté à ce mélange, et on a décompacté une partie du sol. Donc là, les drains en terre cuite, avec ce sol. Et après, donc, la plantation d'arbres, donc vous voyez, ce n'est pas non plus, nous, on était un petit peu, ça faisait presque un petit peu peur de planter dans ce type de sol, mais on était vraiment très contents d'aller dans ce sens, de ne pas apporter de la terre végétale, parce que apporter de la terre végétale en ville, il faut bien dire qu'ailleurs, il y a un lieu qui est devenu désertique parce qu'on a enlevé de la terre et ça prend très, très longtemps à se former. Donc, il faut faire avec ce qu'il y a sur place. Et donc, voilà, ça c'est la fin une fois que tout a été planté, et avant le pose du revêtement. Et après, c'était donc le coffrage pour la pose du béton qui était coulé sur place, de façon très classique comme ça. Et je reviens, donc ça c'était avant projet. Après projet, on en est là. Et je vais défiler quelques photos de comment c'est aujourd'hui. Et après, j'ai terminé ce que j'avais à dire. Donc voilà. Une autre image. Par la suite, on a aussi installé du mobilier urbain, l'éclairage, et on était très content de voir en fait que le premier jour de l'installation de ces bancs et d'autres mobiliers, des personnes comme ça qui vivent dans ce foyer de jeunes travailleurs se sont appropriées de l'espace directement. Donc, c'était peut-être le moment où on s'est dit, oui, on a réussi quelque chose en fait, même si c'était très difficile, ça a duré très longtemps pour mettre en place le projet parce qu'il a fallu chercher les financements publics et on n'a vraiment pas fait des choses comme ça se fait habituellement en fait, que ce soit le traitement de sol, que ce soit le pose du revêtement, donc le drainage et toutes ces questions-là, même la plantation, peut-être là où moi je me suis personnellement senti le mieux, c'était à voir ces jeunes s'installer sur ces bancs et trouver que c'est normal que ça existe de cette façon. Donc, merci pour votre attention. Merci beaucoup André, c'était vraiment passionnant. Merci Christophe. C'était une remarque qui a été faite, c'est passionnant. Donc voilà, je crois que tout le monde était séduit par ce projet qui est vraiment hyper cohérent, hyper intéressant. Est-ce que on a des questions? Peut-être Cécile, tu veux reprendre un peu la parole? Les questions arrivent, c'est très bien. Je voulais simplement demander, comme c'est une opération, si j'ai bien compris, d'un bailleur social ou peut-être
mixte avec un bailleur social. Sur la question de l'usage après coup de ce projet qui a toutes ses vertus du point de vue du comportement climatique, parce qu'il n'est pas rare, bien que le logement social soit souvent une locomotive pour la qualité, mais malgré tout, sur la question des usages, des parties communes et des espaces extérieurs notamment, il y a parfois une sorte de réticence parce que, à rendre, disons, collectif, il y a une limite, disons, dans l'utilisation des espaces dans des usages presque un peu privés, mais dans des espaces collectifs. Et est-ce que ça fait partie, bon, j'ai l'impression que ça se passe bien, et est-ce que ça fait partie des raisons pour lesquelles ça a été long? Est-ce qu'il y a eu des questions pour convaincre que du bien fondé, du risque social, je ne sais pas comment très bien l'appeler, mais d'usage par les habitants, ça pouvait représenter ça? Bon, déjà, le site, donc la parcelle avec le bâtiment, ça appartient à l'OPH d'Aubervilliers, donc c'est bien un lieu public, mais en même temps, le gestionnaire, l'association Alteralia, c'est eux qui gèrent cet espace. Et donc, ce n'est pas à proprement parler un lieu où il n'y a pas de surveillants, ils sont présents tout le temps, donc ce n'est pas comme si c'était un lieu où il n'y avait pas de… Non, mais même par les résidents eux-mêmes, je veux dire. C'est-à-dire, oui. C'est-à-dire que parfois, il y a une inquiétude sur des conflits de voisinage direct au sein même de la résidence, en fait, ou d'une répartition un peu inégale de la façon d'utiliser les espaces et tout ça, au bout du compte. C'est peut-être une question un peu connexe, mais malgré tout, ça compte un peu pour remporter la décision sur l'aménagement des espaces extérieurs, parfois. Oui, je comprends. Marcos, si je peux juste compléter. C'est vrai que tout début du projet, donc on avait donc en face des jeunes habitants et aussi le personnel de l'association qui travaille sur place. Donc il y avait beaucoup de questions par rapport aux voitures parce que une grande partie du personnel utilisait des voitures. Mais il y a tout un travail qui a été fait avec la directrice de l'association, déjà pour savoir que le site est entouré de parking. Donc l'offre de parking, c'est pas ce qui manque. Donc, elle a fait, au tout début, quand on a parlé du projet, de transformer ce parking dans un espace piéton. Les questions sont venues de cet ordre-là. Au fur et à mesure, en fait, l'association a mis en place un dialogue avec les utilisateurs pour dire, pour ceux qui ça pose un problème, on va essayer de régler ça au cas par cas. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a gardé quand même le site à 2 entrées. Donc, il y a une entrée qui continue à être dédiée à tout ce qui est livraison et quelques places de parking. Et donc, il y a un besoin minimal qui est assuré. Et surtout, avec les jeunes, en fait, c'est au fur et à mesure en fait, que le projet avançait, leur projection dans l'espace aussi changeait. On a pu dialoguer avec eux. Et au fur et à mesure, en fait, des questions de parking, on est passé alors quand est-ce que les arbres arrivent. Donc, c'est vrai que ça a duré très longtemps, 5 ans, le projet. Ce temps a été surtout nécessaire pour la mise en place de partenariats, en fait, de tout ce qui est financement, parce qu'on a eu beaucoup d'aides publiques, l'ADEME, l'Agence de l'eau, la région, la ville. Donc, c'était surtout le temps du montage financier et convaincre les partenaires au fur et à mesure qui a pris en fait une ampleur. Merci. Super. Alors, on a des questions. Charlotte, je ne sais pas si tu nous entends, si tu peux éventuellement activer. Il y a M. Chétrit qui avait une question. Enfin, on va essayer de vous donner la parole et puis si ça ne marche pas, Oui, oui, c'est bon. J'ai fait une demande de réactivation du micro. Voilà, Yann, M. Chétrit, si vous avez votre question technique, apparemment, une interrogation sur la réserve d'eau. Vous m'entendez? Oui. Ok. Simplement, j'avais une question par rapport au mécanisme en fait qui permet donc d'irriguer ensuite les arbres par les canalisations en terre cuite. Il faut que l'eau soit conservée sous le chemin à véhicule lourd. Et alors, comment vous avez réalisé justement cette roche magasin, on va dire? Comment vous avez réalisé ça? Oui. Relativement simplement, hein.
c'est pas c'est pas des ouvrages souterrains très importants en fait. On a décaissé sur une profondeur de 1 mètre et après on a enduit les parois. Et donc on a fait le fond de forme avec des parois qui étaient faites en argile qui rendaient imperméable donc ces surfaces-là. Et par la suite on a rempli ce réservoir avec des granulats plus gros en bas et de plus en plus fins pour arriver au final en haut, enfin, juste sous la surface du béton qui fait que cette chaussée, elle répond aux exigences d'une voie pompier. Parce que ça, c'est réglementé, donc on avait besoin d'avoir une résistance mécanique qui était imposée. Et donc, finalement, voilà, c'était ça, c'est que enduit d'argile et rempli de pierres. D'accord, donc c'est un hérisson sur de l'argile crue. Je n'ai pas entendu, pardon. Oui, c'est un hérisson sur de l'argile crue. Exactement. Donc c'est assez économique en plus. Oui, voilà. Enfin, voilà. La recherche, c'était toujours ça en fait. Comment par des moyens le plus simples, on arrive à avoir le maximum d'efficacité. Voilà. Ok, bravo. Très beau projet. On a une question de... Alors, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame Luisard, du coup, est-ce que ce n'est pas renommé correctement? Charlotte, tu peux peut-être activer le micro? Oui. Hop, je ne sais pas si... Monsieur ou madame Luisard, une question sur le colmatage du béton drainant. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, c'est Thierry Luisard, c'est donc monsieur? Oui. Il n'y a pas de mal. Oui, on a eu un projet de cet ordre-là, d'aménagement extérieur, pour lequel on cherchait des matériaux poreux pour justement renvoyer toute la pluie, toutes les eaux de pluie dans le sous-sol, et notamment au droit des cheminements piétons, ce qu'on a noté tout à l'heure, qui est assez régulièrement traité en béton désactivé pour toutes sortes de raisons qui peuvent être valables. On avait fait une recherche étendue et on nous avait préconisé justement ce béton drainant, et notamment un laboratoire qui est à l'origine justement des recherches, en tout cas à l'époque, et qui, pour l'usage que qu'on lui projetait, on nous l'avait déconseillé. C'était le laboratoire même qui nous l'avait déconseillé à l'époque, ça remonte à 4-5 ans, considérant que ce matériau placé sous des feuillages à proximité de terre végétale pouvait être colmaté, c'est-à-dire que le pourcentage de vide d'air entre les différents agrégats de matériaux, donc ce pourcentage de vide d'air pouvait être colmaté par des feuilles, par de l'humus, par l'eau mélangée à différents petits matériaux qui traînent dans l'air, la pollution aidante, et à terme, cette porosité pouvait être réduite d'une manière notable et ne plus conduire justement l'eau vers le sous-sol. Donc on avait dû abandonner à l'époque, pour cette raison de colmatage, ce matériau qui nous paraissait, on était ravis de le trouver, on était enfin ravis de pouvoir mettre un matériau qui assure ce drainage et qui puisse permettre aux usagers de marcher correctement, notamment vis-à-vis de l'accessibilité, etc., etc. Le terrain meuble qui est proscrit pour l'accessibilité quand on est en ERP, etc. Bref, voilà. Et je ne sais pas si vous avez été confronté à ce problème-là ou s'il a été résolu entre-temps. C'est une question que bien évidemment on s'est posée aussi et qu'on a après posée aussi aux fabricants, et on a regardé un peu de l'information qu'on pourrait avoir par rapport à tout ça. Et il est vrai que la question de colmatage, en tout cas à ma connaissance, se pose beaucoup dans la construction de routes avec ce matériau, parce qu'on se retrouve dans des situations avec le freinage des véhicules, ou quand on a dans une courbe par exemple, on a des particules de caoutchouc qui rentrent dans les pores et qui peuvent effectivement diminuer la porosité. Il faut en même temps savoir que la porosité est totale. Vous avez bien vu l'image que je vous ai montrée. En fait, ce n'est pas du tout truqué. En fait, on verse un verre d'eau, ça passe directement à travers. Donc, c'est 1000 fois supérieur au sol qu'on a, nous, actuellement, là, au Berryer. Donc, d'une part, on peut dire qu'il y a une énorme marge avant que ça se colmate. Et si jamais il y a un colmatage, ça sera un colmatage qui va se faire avec de la matière organique qui, en elle-même, n'est pas imperméable, en fait. C'est-à-dire que on ne peut pas colmater quelque chose avec de la terre, parce que la terre, en elle-même, elle est
et laisse passer à travers aussi de l'eau. Et même si on... Enfin, c'est un peu, je vous réponds de cette façon parce que je pense que la question enfin, la difficulté n'est pas aussi grande qu'on pourrait le penser, parce que même si on arrive à une porosité moindre qui pourrait commencer à poser problème, on a la capacité de nettoyer. En fait, avec un jet d'eau sous pression, en fait, et avec une aspiration, on arrive à faire partir ce colmatage. Mais à vrai dire, pour vous dire comme ça, je pense qu'on se retrouve... Enfin, si on considère que c'est un espace public, qu'on a mis en place un revêtement de sol dans un espace public, je pense que dans la durée de vie d'une place publique classique, on n'arrivera pas à ce problème-là. Vous voyez, c'est que la durabilité du matériau lui-même est peut-être plus courte que le risque de colmatage qu'il représente. Oui, ce que je voulais évoquer, c'est que en fin de compte, c'était à contre-cœur qu'on n'avait pas prescrit ce matériau-là dans notre projet, compte tenu de peut-être le laboratoire en question ne voulait peut-être pas être recherché pour des raisons de responsabilité. On en revient souvent à ça. Les normes, les réglementations qui sont parfois accablantes et la responsabilité qui pouvait être recherchée vis-à-vis de ce labo, considérant que il ne voulait pas s'engager là-dedans. C'était peut-être la raison. Je suis d'accord avec vous sur ces aménagements de place, et notamment, en fait, pour notre projet, il n'y avait même pas de circulation, donc pas de colmatage dû à la gomme de la circulation des roues et des manœuvres possibles. Alors voilà, je ne voulais pas accaparer la parole avec ça, mais c'était effectivement un point des responsabilités, des normes, des réglementations qui sont, on l'a vu entre la Belgique, que vous avez présenté à l'occasion du premier projet, et la France, pour ne pas rester sur Paris. On a effectivement un accroissement de difficultés qui, pour nous, est justement difficile à juguler. Merci. Merci Thierry. Du coup, il y a une question de Gérard Carcian qui peut-être porte sur les deux projets parce que c'est des questions par rapport au coût des matériaux au mètre carré, etc. Donc, c'est peut-être plus pour Carlos et Émile, je ne sais pas, sur les deux projets. Gérard, si vous voulez poser votre question en direct. On n'a pas Gérard en ligne ? Si, ça s'active. Je vois que le micro est activé. Voilà. Ah, il vient de... Oui. Monsieur Garcian ? Monsieur Carcian, ouais. Bon, je vais relayer la question du coup. Il demandait s'il y avait quelques idées sur les prix des matériaux au mètre carré linéaire, et visiblement sur le coût de la fourniture et de la pose sur les opérations. Est-ce qu'on n'a peut-être pas assez détaillé le coût de revient au mètre carré, des choses comme ça? Je peux vous donner une moyenne, en fait. Parce que là, Aubervilliers, donc, pour aménager 1200 mètres carrés, donc, ont été dépensés à peu près 300 000 euros. Donc, ça revient à du 220 euros du mètre carré, qui comprend donc le terrassement, le travail du sol avec tout ce qui était matériaux pour l'enrichir, pour les structurer, la plantation des arbres, la mécanisation, la pose du revêtement et la création de la réserve d'eau, et également le mobilier. Donc voilà, on reste dans des prix tout à fait comparables à d'autres types d'aménagements d'espaces publics en région parisienne. Merci. Laurence, tu voulais intervenir sur... Je voulais réagir sur le point précédent, sur les questions de coût. Je laisserai peut-être Émile Enoch, s'il est toujours là, être un peu plus précise, parce que moi, je n'ai pas les chiffres précis en tête. Je pense qu'on est sur des montants beaucoup plus élevés dans les cours d'école, pour plein de raisons. D'abord, c'est des sujets qui sont plus sophistiqués en termes d'aménagement, parce qu'il y a des usages plus complexes à mettre en œuvre. C'est des plus petites surfaces aussi souvent, et puis il y a des grosses difficultés d'accessibilité aussi des sites, souvent dans ces établissements scolaires, donc ça complexifie pas mal les chantiers. Mais ça, peut-être je laisserai Émile Enoch en dire un mot. Moi, je voulais revenir sur cette question des bétons drainants et de la perte de perméabilité.
c'est le choix qui avait été fait dans les premiers projets de court-oasis dans les écoles parisiennes, et on a quand même constaté assez vite que ce problème-là existait, et c'est un fait dans des lieux où il n'y a pas non plus d'encrassement dû à des roues de véhicules, hein, c'est juste les déchets organiques effectivement qui s'installent. Alors sans doute ça ne remet pas fondamentalement en cause le problème, c'est vrai, et peut-être la perméabilité ne devient pas nulle, mais par contre ça remet en cause les qualités d'usage qu'on cherchait de ce matériau-là, parce qu'il perd, en fait, cet encrassement, il crée une certaine glissance assez vite. Et donc, pour des usages ludiques comme ceux dont on a besoin dans une cour de récréation, c'est assez vite problématique. C'est pour ça qu'on les a plutôt écartés dans les nouveaux projets. Et du coup, je pense que dans un projet comme celui-là, celui que vous venez de présenter, qui est passionnant, mais qui finalement est assez ancien dans sa conception, compte tenu du temps qu'il a mis à aboutir. Peut-être qu'aujourd'hui, vous pourriez aller encore plus loin et ne pas choisir le béton drainant ou juste pour des cheminements à matérialiser parce qu'il y aura des questions d'accessibilité à assurer dans un espace public, mais aller vers un simple paillage qui abonderait dans le sens de l'objet de votre projet et créerait vraiment cette ambiance de sous-bois que crée le paillage, ne serait-ce qu'au niveau olfactif aussi, sonore. Voilà, je pense que c'est des choses qu'on verra apparaître plus, même dans des espaces de place publique. Ce type de vocabulaire avec des matériaux très naturels, ça peut répondre à... Enfin, voilà, ça aurait pu être le pas en plus à faire dans ce projet. Je peux peut-être répondre un peu à ça. En fait, c'est une question en fait, qui revient un peu relativement souvent en fait, sur le choix des matériaux de sol. Parce que c'était quand même vous avez bien vu des images, en fait, c'est un parti pris fort en fait, du projet. Parce que c'était aussi une volonté de démontrer qu'il n'y a pas d'opposition entre de la forêt et de la ville. C'est pour ça qu'on a appelé ça tierce forêt. Parce que si la forêt primaire, c'est celle qui est en dehors de la ville, comme ça, vous voyez bien ce que je veux dire, et la forêt secondaire, c'est celle qui a été plantée, et peut-être la tierce forêt, c'est celle qui coexiste avec la ville. Et nous, on était très conscients que même avec la meilleure volonté, on va, au moment donné, arriver au bout de ce qu'on peut végétaliser et ce qu'on peut laisser avec de la terre nue, si on veut, parce que ça devient inaccessible pour beaucoup de personnes déjà, et aussi dans beaucoup de situations, en fait. À partir du moment où on a... où il ne fait pas beau, hein, c'est très difficile de rentrer dans ce type d'endroit. Après, je suis complètement d'accord avec vous que le problème est quel matériau on peut mettre au sol. Et le choix s'avère très limité. Nous, on a beaucoup cherché en fait à trouver un matériau qui peut à la fois répondre à ce besoin qu'on a d'avoir une surface vraiment appropriable en fait, parce que l'idée c'est que ça fonctionne vraiment comme une place publique, c'est que l'association peut organiser une brocante, et on peut même jouer au ballon, enfin voilà, que c'est vraiment très très ouvert. Voilà, et en plus, voilà, le voie pompier ou autre chose. Et comment faire en fait? Quel est ce matériau qui remplit toutes ces fonctions-là? Et il n'y en a pas beaucoup en fait. Et donc, je pense que le choix qu'on a fait de ce matériau, c'est on aimerait tellement en fait faire mieux et écologiquement aussi, mais pour le moment, il n'existe pas autant d'alternatives en fait. Et on est toujours en fait en contact avec les centres de recherche sur l'évolution des matériaux qui nous ont aussi suivis et qui continuent à nous suivre. Parce que le projet il continue en fait, il a certes mis du temps à se mettre en place, mais en même temps, aujourd'hui, l'idée c'est de le reproduire sur d'autres endroits et avec d'autres solutions en fait, parce que c'est pas l'idée de dire que c'est ça, que ça reproduit exactement de la même façon comme on le voit ici en fait, c'est plutôt un processus qui mène à ce résultat. Et donc s'il y a un usage différent, et en fonction de ce qu'on trouve au sous-sol et toutes ces questions, il y aura une autre réalité après. Mais nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de dire on ne peut pas diviser entre urbain et non urbain parce que la ville est trop dense. On ne peut pas se le permettre quelque part parce qu'au bout d'un moment, on va nous dire non, là, on a tellement besoin de cet espace qu'on ne peut pas le végétaliser. Et nous, on essaie de dire que
si, en fait, si les deux peuvent être ensemble sur un même lieu. D'ailleurs, en ça, je pense que c'est passionnant. C'est comme une sorte de manifeste. C'est une sorte d'exemple un peu emblématique d'une posture presque. Est-ce que Émile, Cécile, est-ce que Émile voulait donner éventuellement des notions de coût de revient sur les opérations? Et du coup, je vois qu'il y a une question d'Aurélien Stavy aussi. Peut-être qu'on peut lui donner la parole. En effet. Allez-y, Émile. Alors, du coup, alors déjà, j'avais une remarque à faire concernant les bétons drainants et les enrobés drainants. On a eu un problème qui s'est présenté dans une cour d'école avec ce genre de matériaux, c'est qu'effectivement, c'est des matériaux qui ont une granulométrie qui n'est pas du tout la même que les enrobés auxquels on est habitué. Et il s'est trouvé qu'ils sont plus blessants pour les enfants. Et donc, on s'est aperçu de ce problème et on a même eu des élus de terrain qui sont remontés, qui nous ont demandé de refaire une cour oasis qu'on avait fait en 2019. Donc, bon, ça ne s'est pas fait, mais pour autant, on est revenu sur cette expérience et probablement qu'on n'utilisera pas ce genre de matériaux dans des cours oasis à l'avenir. Par ailleurs, donc, concernant la cour oasis du collège Alvisé, pour 1200 mètres carrés, on en a eu pour 800 000 € environ, études comprises, sachant qu'on a eu pas mal d'études, comme je vous disais, de pollution géotechnique et de réseaux enterrés, de détection des réseaux enterrés. Ça a compris évidemment pas mal d'aménagements, tout le système de récupération des eaux pluviales qui était quand même un poste assez lourd, évidemment les amphithéâtres, le terrassement, la recréation du sol, les plantations, etc., etc. Donc voilà. Par ailleurs, donc pour la question de Monsieur Stavy, a priori, ce n'est pas prévu pour le moment. A priori, les cours oasis vont continuer d'être gérés en maîtrise d'œuvre directe, avec comme assistant maîtrise d'ouvrage le CAUE de Paris. Et évidemment, tout un tas de bureaux d'études qui nous aident dans les études pour déterminer ce qui est faisable ou pas selon les contraintes du terrain. Et alors, quand vous dites études comprises dans les 800 000, ça comprend quelle étude en fait? Je veux dire, c'est les études des BET externes au service de la ville ou c'est un coût lissé avec les ressources humaines affectées au projet? Enfin, pour comprendre un peu, parce que c'est vrai que l'autre projet, c'était sur les travaux. Oui, tout à fait. Les travaux, donc, ça nous a coûté environ 770 000 et quelques, quoi, si j'ai le chiffre exact en tête. C'est la même surface de projet, c'est intéressant. Oui, c'est ça. Non, mais on comprend bien ce qui est comparable ou pas. Mais c'est pour ça que je voulais savoir un peu la proportion de ce qui était non comptabilisé dans l'exemple 1 par rapport au vôtre. Ce qu'on n'arrive pas du tout à faire encore dans ces projets de cours oasis, et vraiment, j'espère que la ville arrivera à y travailler, à intégrer cette notion. C'est ce qui est passionnant dans le projet Lisière Tierce Forêt, c'est ce travail sur le sol et cette utilisation de l'existant. Il y a des apports de terre végétale importants sur les projets de cours oasis, parce qu'il y a ces contraintes de pollution de sol. Donc, il y a beaucoup de terres polluées qui sont amenées en site de traitement spécialisé. Ça a un coût aussi assez important dans les projets. Donc ça, c'est un volet qui est un élément qui plombe vraiment le budget et qui est un impondérable. Et après, c'est vrai que la ville de Paris est aussi contrainte dans des carcans de marché public qui sont assez, fort, et avec un accord cadre là, qui a été passé pour les cours oasis qui permet de simplifier un petit peu le dispositif, mais qui reste quand même une contrainte de marché forte. Et puis alors l'autre énorme contrainte qui pèse sur le budget, c'est la contrainte de calendrier quand on intervient dans un établissement scolaire. Il y a 2 mois pour mener le chantier. Donc ça nécessite aussi de mobiliser des moyens assez colossaux. Alors de fait, on n'y arrive pas en 2 mois. Voilà, on livre une surface exploitable quand même pour les élèves à la rentrée. C'est ça. Donc, il y a plein de finitions qui se terminent ensuite, mais il y a quand même tout le gros œuvre du chantier que vous avez réussi à mener dans ce calendrier-là. Et ça, c'est quand même un challenge. Immobilier, plantation, etc., ça s'est fait à la Toussaint.
Ça s'est fait en site occupé, tout ça. Et pour revenir sur la question qui était posée à propos de la maîtrise d'œuvre, alors petite nuance par rapport à ce que disait Émile Enoch, le CAE n'assure pas d'AMO. Hein. Nous, on est vraiment dans le cadre de nos missions de CAE, de co-conception et de conseil à la collectivité. Donc, on accompagne. Dans le cadre de ce projet FEDER, c'est vrai qu'on a eu une implication très forte parce que c'est un dispositif particulier. On était des partenaires du projet, donc financés par l'Union européenne pour pouvoir accompagner ce projet-là et vraiment explorer toutes les pistes et aller au plus loin dans ce projet. Dans le cadre du projet Oasis, voilà, on est vraiment en amont et c'est la ville qui assure cette maîtrise d'œuvre en interne. C'est un peu un contexte historique en fait, parce que les cours d'école dans leur version antérieure, elles étaient toujours gérées de cette façon-là par les services techniques qui en assurent la gestion. Je ne sais pas si c'est aussi tranché que ça à l'avenir, vu la complexité des projets que vous avez apportés, qu'ils soient exclus de faire appel à des maîtrises d'œuvre. Je pense que ça serait vraiment intéressant et pertinent pour voilà, enrichir les projets, les nourrir. Il y a des questions d'organisation interne de la ville qui se posent, bien sûr, mais je pense que c'est peut-être pas un sujet qui est complètement exclu. Merci Laurence. Ouais. On va essayer de rester à peu près dans les temps, parce que c'est passionnant. En fait, on a encore deux micro-questions. Il y avait Valérie Brault qui nous demandait si, alors je pense que c'est sur l'opération de la tierce forêt, si vous aviez eu un système, mis en place un système qui vous permettait de récupérer les déchets verts en fait, pour fertiliser les sols. J'imagine qu'elle pensait à du système de compostage. Et puis éventuellement, pour paraphraser, si vous avez des conseils d'ouvrages pour les jeunes générations sur les manières d'aménager les matériaux ou les systèmes de végétalisation en aménagement, si vous avez des ouvrages à conseiller pour nos auditeurs, les uns les autres. Alors, d'ouvrages professionnels ou d'ouvrages de grand public? Plutôt professionnel, j'imagine. Florine Dehon, elle est architecte. Tu disais jeunes auditeurs. Non, mais ben, on est tous dans le domaine, jeunes auditeurs. Les jeunes auditeurs, moi je pense à notre cœur de métier, de sensibilisation du jeune public, et là-dessus des références, on en a plein. Mais je pense que c'est pas ça la question. Non, professionnel, on va dire. Architecte professionnel, c'est apprendre plus sur les systèmes et matériaux d'aménagement végétalisés. Est-ce que vous auriez l'ouvrage référence ou 2-3 références à nous communiquer pour tout le monde? Après, si on ne les a pas tout de suite, on peut les mettre dans le chat ou en ligne. Il y a un espace ressources sur le site internet du CAE où il y a pas mal de références que vous pouvez retrouver. Laurence, vous n'aviez pas préparé un ouvrage méthodologique à illustrer pour les cours Oasis spécifiquement? Si, tout à fait. Il y a un catalogue de recommandations techniques pour la mise en œuvre des cours Oasis qu'on a coproduit avec la mairie de Paris et qui est disponible sur notre site internet. Peut-être qu'on pourrait mettre le lien dans le chat. Ouais, ça, moi, je recommande ça parce que c'est un peu dans l'idée justement du réplicable. Enfin, je veux dire, il y a il y a une sorte de boîte à outils, voilà, qui est pratique et qui peut être après complètement transformable, revisité à l'aune d'études vraiment de conception. Mais en tout cas, il y a pas mal de choses, pas mal d'infos dans ce guide de mémoire. Laurence, tu as l'URL du CAE 75? Je vais la mettre dans le chat. Ouais, ok. Et donc, sur l'autre question aussi des déchets verts pour alimenter la fertilisation des sols, le compostage sur la tierce forêt aussi. Et puis, si vous avez des ouvrages également. André-je donc, le projet vient d'être terminé. Donc, c'est la première saison où on a réellement un ramassage de feuilles à faire. Et en réalité, nous, de nouveau, on n'a pas voulu trop créer des choses trop compliquées si on pouvait les éviter. C'est que déjà, l'association est sur place tout le temps. Donc, c'est eux qui assurent l'entretien. Et après, il y a, je ne sais pas si c'était visible dans les images que j'ai montrées, mais sur les bords en fait, du site, il y a des bandes de terre c'est resté de la terre nue. Et l'idée, quelque part, c'est de
dans la mesure du possible, en fait, amener sur ces zones tous ces déchets verts qui en partie, hein, parce qu'on ne peut pas totalement recouvrir parce que ça crée des problèmes par ailleurs, mais c'est en partie aussi la logique d'utiliser ces zones-là pour faire une sorte de compostage sur place. Mais à part ça, il n'y a pas en fait, c'est plutôt l'association en lien avec les services de gestion d'espaces verts de la pleine commune où ça devrait se régler pas sur place dans leur terrain. Bon, après, vas-y. Oh, pardon, j'allais juste compléter. Donc, par rapport au compostage, en fait. Donc, déjà, pour la plantation, on a récupéré du compost issu des déchets verts, en fait, d'Île-de-France, avec 2 maturations. Donc, il y a celui qui a été mis dans la première couche, c'est voilà, un compost déjà assez mûr. Et on a mis aussi donc, du BRF, enfin, c'est du bois fragmenté, dans la couche la plus profonde, qui sera accessible aux arbres d'ici 2-3 ans. Une fois que les racines vont donc aller plus profondément, ce compost-là, dans 2-3 ans, sera décomposé en fait. Et après, comme a expliqué André, l'idée aussi, c'est que l'association se sert de cet espace de façon aussi pédagogique avec les jeunes. Donc, il prévoit aussi de planter sur ces bandes latérales voilà, des végétaux au fur et à mesure des saisons et de mener toute une démarche voilà, de les faire s'approprier davantage d'espace en intervenant aussi sur les petites plantations. Et par rapport, je rajoute peut-être des références comme ça pas forcément techniques en fait, si c'est pour des jeunes étudiants en architecture ou au paysage, je les inviterais plutôt peut-être de lire un peu au-delà de ce qui a été écrit uniquement par les architectes ou techniquement pour l'architecture. Et donc, peut-être le travail de Gilles Clément est intéressant dans ce sens, ou peut-être le livre, Bruno Latour, en fait, il a réfléchi de façon intéressante sur ce qu'est la terre, en fait, sur le terre en tant que ressource. Et donc, il y a ce livre qui s'appelle Où atterrir. C'est des livres très courts comme ça qui ouvrent un peu l'esprit comme ça et permettent de réfléchir un peu plus loin que des questions un peu voilà, de premier degré, si on veut. Après, il faut certainement trouver des solutions très concrètes, mais c'est bien de prendre un peu de distance aussi. Et peut-être le travail de Philippe Ram, il y a une exposition en ce moment qui est malheureusement pas accessible pour des raisons qu'on connaît, mais ça réouvrira un jour à l'Arsenal. Et lui, donc, il fait une réinterprétation de l'histoire de l'architecture aussi intéressante qui un peu ouvre sur des questions autour de quelle façon on devrait agir en tant qu'architecte et paysagiste pour améliorer un peu le monde dans lequel on vit. Hein. Et d'un point plus technique, il y a aussi tout ce qui est la documentation de l'art pur en fait. Nous, on n'a pas arrêté de la consulter et ils sont très en amont de toutes ces réflexions parce que il parlait du lot de chaleur dès 2010, voilà, donc ça fait déjà très longtemps. Et voilà, donc je vous conseille aussi d'aller chercher l'information chez l'art pur. Oui, et en même temps, après je terminerai. ADEME aussi, ils ont fait beaucoup de recherches. En fait, c'est ça qu'on a nous compris dans ce travail, c'est qu'on s'est rendu compte en fait que la recherche scientifique, il y a beaucoup de ressources qui existent et qui sont accessibles et qui sont là juste à être utilisées, mais qu'il faut aller les chercher et il ne faut pas avoir peur de lire. Même des articles scientifiques, ils sont écrits pour être compris par tout le monde et de se référer à la recherche, c'est toujours bien, je pense. Bah, écoutez, merci beaucoup. Ça sera le mot de la fin. Là, on a un petit début de bibliographie sur la question. Donc, je recommande aussi les travaux du CEREMA, puisqu'on parlait d'organismes comme la Pure. Je vous remercie énormément pour ces interventions. Je remercie le public aussi pour toutes vos questions. Et je vous donne rendez-vous. Donc, le prochain épisode de la prochaine conférence sera le 7 décembre. Et là, on en sera un peu sur le même sujet, mais à l'échelle des friches et des zones commerciales. Voilà.
Donc, pour l'instant, on n'a pas encore tout à fait identifié les opérations, mais on reviendra vers vous très rapidement avec le programme. Voilà, donc la visio a été enregistrée, donc on va la mettre en ligne sur le site Ecopolis, donc vous pourrez la reconsulter, je pense, à partir de demain ou après-demain ou plus tard. Merci à tous. Merci. Bonne soirée, bonne continuation, bon confinement. Merci. À plus tard. Bonne soirée. Bonne soirée.